Fabrication et recyclage de l'ACC, dernier chapitre du thème 1B de terminale. Nous avons donc 3 grandes parties et 3 vidéos. Donc aujourd'hui on commence avec la première, production de nouveaux matériaux. On va se demander d'abord quelles sont les roches qu'on trouve dans les zones de subduction. On observe du volcanisme, donc un système qui permet de fabriquer de la matière. Et ce volcanisme est particulier. Pendant longtemps, vous avez peut-être appris à l'école, on utilisait le terme de volcan gris pour les volcans explosifs. Pourquoi on disait gris? Parce que majoritairement, on observait des roches de couleur grise. Or, on peut voir un peu de rouge parfois, vous allez le voir plus tard. Donc évitez d'utiliser ce terme volcan gris, volcan rouge, c'est plus du tout à la mode, on parle plutôt de volcan explosif et effusif. Donc là vous avez l'exemple, première image de la nuée ardente du Merapi. Alors une nuée ardente, c'est une avalanche de gaz très chaud avec des débris de roche, de la poussière, de la cendre qui dévalent à 300 km/h, des températures avoisinant les 500-600 degrés. Bref, si vous êtes à côté, vous n'avez pas le temps de vous en sortir. Il y a tout qui crame sur le passage. Vous avez également comme manifestation de ce volcanisme explosif ce qu'on appelle les coulées pyroclastiques. Ce sont des coulées de produits issus de l'explosion d'un ancien dôme d'andésite. Et vous avez sur cette photo du Mont Serra aux Caraïbes le dôme d'andésite qui est visible en haut. Alors vous allez me dire, il y a un dôme et il y a un ancien dôme. Qu'est-ce qui se passe? La particularité du magma des volcans explosifs, c'est que ce magma ne s'écoule pas. Il est très très visqueux. Donc il va avoir du mal à sortir, donc il va boucher le volcan. Ça forme ce qu'on appelle un dôme, il va refroidir sur place. Mais s'il y a du magma qui continue d'arriver dessous avec son gaz, ça fait comme une bouteille de champagne. Ça pète. Le dôme, il va sortir, sauf qu'au lieu de s'envoler dans l'espace, il va exploser en morceaux. Donc on commence par avoir les nuées ardentes. Et puis ensuite, une fois qu'entièrement le dôme se casse et s'effondre, on a la fameuse coulée pyroclastique. Ce qui permet finalement au nouveau magma d'andésite d'arriver, de s'installer et de former un nouveau dôme. Donc ici vous avez l'exemple du dôme de lave de Kelut à Java qui était pris en photo le 9 juillet 2012. C'est la dernière éruption de ce volcan datée de 1990. Il y a eu en février 2014 donc arrivée de magma dessous et donc forcément disparition de l'ancien dôme et mise en place du nouveau dôme de lave. Donc vous voyez, quand la lave elle sort, elle est quand même rouge. Donc la notion de volcan gris, volcan rouge, on ne l'utilise plus pour ça. C'est forcément qu'elle est rouge, c'est de la matière en fusion. Alors c'est moins chaud que pour les volcans effusifs, les volcans qu'on appelait rouges. Ici le magma est à 800-900 degrés, alors que dans un volcan effusif type Hawaï, la Réunion, c'est 1100-1200 degrés. Et donc, ce nouveau dôme, ensuite, il reste sur place et il refroidit. Et il ne sortira qu'à partir du moment où il y aura une nouvelle arrivée de magma qui détruira ce dôme et en mettra un autre à la place. Donc les roches qu'on trouve principalement dans ces zones-là, la roche principale, c'est ce qu'on appelle l'andésite. Donc au niveau d'un arc volcanique, je vous rappelle, vous l'avez vu en première S, un arc volcanique, c'est un ensemble de volcans alignés les uns à côté des autres au-dessus d'une zone de subduction. On va trouver une quantité donc importante de lave visqueuse à chaque éruption. Et le refroidissement en surface engendre la formation d'une grande diversité de roches, dont l'andésite et la rhyolite. Donc voici une image d'andésite. On observe une roche de couleur grise, une pâte formée de microlithes, c'est-à-dire de tout petits cristaux. Et on va voir quelques plagioclases visibles. Les plagioclases, ils sont blancs, sont des petites baguettes blanches. Quand on passe le tout au microscope, donc vous avez en haut en lumière polarisée non analysée et en bas en lumière polarisée analysée. Donc on va trouver cette pâte formée de microlithes, c'est-à-dire de tout petits cristaux, de pyroxène, d'amphibole, de plagioclase, de biotite, et on va trouver quelques plus ou moins gros cristaux de plagioclase. On a quand même du mal à les voir à l'œil nu. Donc globalement, on a des tout petits cristaux, micro, petits, litres, cailloux, tout petits cristaux,
au milieu d'une pâte, d'une sorte de verre. C'est une roche dite à structure microlithique. Donc, à retenir la composition: plagioclase, amphibole, pyroxène et biotite. Le verre, c'est ce qu'on appelle la partie non cristallisée. On peut aussi utiliser le terme de mésostase. Ça dépendra de vos bouquins. On peut trouver également la rhyolite, qui va être également une roche microlithique avec des plagioclases. La pâte est formée plus de feldspath et de quartz, c'est pour ça qu'elle est un peu plus claire et moins noire. Donc au microscope, on va voir des gros cristaux de feldspath, et par contre dans la pâte, on va voir beaucoup de microlithes et on va trouver de gros cristaux de quartz qu'on peut voir parfois à l'œil nu. Donc la rhyolite, c'est une roche également magmatique volcanique. Donc je vous rappelle qu'il y a les roches magmatiques sont les roches provenant d'un magma, c'est-à-dire d'une roche en fusion. Et ces roches magmatiques sont soit volcaniques parce qu'elles sont sorties par un volcan en surface, soit plutoniques parce qu'elles sont restées bloquées en profondeur dans ce qu'on appelle un pluton, une boule de magma qui est bloquée dans la croûte continentale. Donc ici, roche magmatique volcanique, à structure microlithique, on a donc une pâte avec des cristaux dedans, elle n'est pas entièrement cristallisée. Donc, les quartz, de l'amphibole, feldspath, potassique, plagioclase, biotite. On va trouver également des roches de même composition, mais appelées plutoniques. Pourquoi? Parce qu'elles se sont formées en profondeur. On ne les trouve en surface que des millions d'années après leur formation, une fois qu'il y a eu érosion et qu'on a mis à jour ces boules de magma qui étaient bloquées en profondeur, qu'on appelle des plutons. Donc ce sont des roches de type diorite et granodiorite. Donc la granodiorite, elle ressemble un peu à du granit. Vous voyez qu'il y a pas mal de quartz dedans, quelques biotites et des plagioclases. Bon, pour la tache bleue, c'est du marqueur, hein. Ne croyez pas que c'est un cristal. Ici, un échantillon de diorite où on va retrouver les mêmes minéraux, mais avec beaucoup moins de quartz. Vous voyez que cette roche est de nature, enfin de couleur plutôt plus foncée. Donc la diorite, roche magmatique cette fois plutonique. Sa structure est dite grenue parce qu'elle est constituée uniquement de grains de minéraux, de cristaux, il n'y a pas de pâte. Donc on va retrouver la même composition chimique, c'est-à-dire les mêmes cristaux, plagioclase, amphibole, biotite, muscovite et pyroxène. La granodiorite, si on la passe au microscope, donc en haut, lumière polarisée non analysée, donc on n'a pas rajouté l'analyseur. On va voir donc des cristaux formés, quartz, amphibole, l'amphibole est verte, les plagioclases et la biotite en couleur. Donc avec l'analyseur, c'est quand même plus joli. On voit très bien qu'ici, il n'y a pas du tout de pâte, on n'a que des cristaux collés les uns aux autres. La diorite, on va retrouver les mêmes minéraux. Alors là, c'est un plus gros plan, c'est pas moi qui ai pris les photos. On va retrouver les mêmes cristaux, biotite, hornblende, plagioclase. Donc, mais ici, on a un grossissement un peu plus fort. Mais dans tous les cas, vous voyez qu'il n'y a pas de pâte, il n'y a pas de verre, pas de mésostase. Donc les deux roches sont grenues, c'est-à-dire entièrement cristallisées. Elles possèdent les mêmes minéraux, mais dans des proportions différentes. Il y a moins de quartz pour la diorite, elle sera de couleur plus noire. C'est pour ça que la granodiorite ressemble beaucoup à un granit. On peut se tromper facilement. Donc si on regarde la classification des roches magmatiques en fonction de leur composition minéralogique. Vous avez ici une sorte de diagramme qui vous indique en abscisse la teneur en silice. Vous voyez qu'une roche qui possède que 40% de silice, donc Si, va être considérée comme ultra basique, alors que si on dépasse les 68%, on est dans les roches dites acides. Donc la notion d'acidité d'une roche est liée à sa teneur en silice. Ensuite, en axe vertical, vous avez le pourcentage en volume, donc de 0 à 100%. Et donc, pour lire ce document, il suffit de lire en colonne, de tracer des lignes. Donc par exemple, la composition de la granodiorite, vous voyez qu'on a un tout petit peu
de feldspath. Alors je vais lire du haut vers le bas. J'ai un tout petit peu de rose de feldspath. Allez, globalement je suis à 10%. Vu l'épaisseur de quartz, je varie entre 30% et 10%. Ensuite les feldspath plagioclase avec calcium et sodium. J'en ai quand même pas mal. Un petit peu de biotite, hein, 15-20%. Et des amphiboles jusqu'à 20%. Donc ce magma, qui possède donc environ 60% de silice, va donner une roche de type intermédiaire, c'est-à-dire ni basique ni acide. Et en fonction de sa cristallisation, si elle cristallise lentement en profondeur dans un pluton, elle va donner une granodiorite. Et ce magma, si par contre remonte en surface rapidement par un volcan, va donner une roche qu'on va appeler une dacite. Donc, avec le même magma, en fonction de la vitesse de refroidissement, vous aurez deux roches différentes. Si le magma est bloqué en profondeur, vous êtes dans le type pluton, vous aurez de la granodiorite. Si le magma monte rapidement en surface, refroidit très vite et les cristaux n'ont pas le temps de se former, on est dans une dacite. L'andésite et la diorite proviennent du même magma. Vous voyez donc au niveau de la constitution des éléments chimiques, on est toujours donc dans une teneur en silice intermédiaire. On a les mêmes minéraux que la granodiorite, mais vous voyez que ce sont des minéraux qui sont dans des proportions différentes. Ce qui fait que ces deux roches se ressemblent quand même beaucoup à l'œil nu, mais elles sont proches. Donc, petit rappel de première, le refroidissement va provoquer des tailles différentes chez les cristaux en fonction de sa vitesse de refroidissement. Donc, vous avez fait certainement l'expérience avec le cristal de vanilline. Vous faites chauffer de la vanilline sur une lame, vous mettez entre des lamelles, où vous observez au microscope. Donc soit vous laissez la lame chaude sur le microscope et vous aurez un refroidissement lent et vous allez voir les cristaux se former, ils vont être gros. Soit une fois que vous avez chauffé votre lame de vanilline que tout a fondu, vous la posez sur un bloc de glace. Alors des fois on fait un choc de température tellement important que la lame elle casse, donc on fait quand même un petit peu, on souffle un petit peu dessus avant et ensuite on met sur de la glace. On a un refroidissement très rapide et les cristaux sont microscopiques. Donc on s'intéresse maintenant à l'origine du magma des zones de subduction. D'où provient le magma qui fabrique rhyolite, andésite, puisque nous on sait, on a appris en première S au niveau des dorsales, que le magma provient de la fusion des péridotites qui se trouvent dans le manteau et ce magma va donner du gabbro et des basaltes. Donc là on va faire un travail inverse, c'est-à-dire qu'on va partir des roches de surface et on va essayer de deviner en profondeur quelle est la roche qui a fondu et donné le magma à l'origine des zones de subduction. Donc on va faire des premières observations. Vous avez dans le premier tableau la composition en minéraux de trois roches, le granit, très acide, ou son équivalent volcanique la rhyolite, la diorite ou son équivalent volcanique l'andésite, et le basalte qui vient des dorsales pour comparaison. Si vous regardez bien la composition, on s'aperçoit que diorite et basalte sont assez proches. Diorite est loin de ressembler au granit. Entre basalte et diorite, on a des points communs. Et par contre, il y a deux petites différences, c'est que dans la diorite, on a de la biotite et de la muscovite, c'est la famille des mica, et on a des amphiboles qu'on n'a pas dans le basalte. Alors, étudions d'un peu plus près ces deux familles de cristaux. Qu'ont-ils de particulier dans leur composition chimique? C'est le deuxième tableau. Vous avez donc constaté que la diorite a une composition minéralogique plus proche du basalte que du granit. On peut donc supposer que la diorite provient d'un magma proche de celui qui a donné naissance au gabbro. Mais on a ces deux fameux minéraux, donc étudions leur composition minéralogique, surtout chimique, pardon. On s'aperçoit qu'amphiboles, biotite et muscovite sont les seuls dans leur composition chimique à posséder de l'eau. Vous voyez à la fin des formules chimiques, OH deux fois. Bon, allez, je vous rassure, hein, vous ne savez pas connaître les formules par cœur, hein, même moi je ne les connais pas, enfin je les ai eues apprises, mais à part le quartz, le CO2 qui est facile, le reste, plout plout, je m'en souviens pas. Bon, par contre, biotite, muscovite, amphibole, vous devez savoir qu'il y a de l'eau dedans, d'accord?
Donc, on constate que la diorite possède des minéraux hydratés, amphibole et mica, biotite et muscovite. On en déduit que la diorite proviendrait d'un magma hydraté. Donc, un magma proche de celui des gabbro-basaltes, mais hydraté. Donc vous voyez, je vous fais travailler la rédaction là en même temps. Hein. C'est typique pour l'exercice de type 2A où on étudie des docs, on constate qu'on a déduit que. Donc question, quelle roche hydratée peut être à l'origine du magma hydraté donnant la diorite? Oui, il y a forcément une roche hydratée qui a été fondue, qui a donné un magma hydraté, qui est remonté en surface pour donner ces roches hydratées, donc comme la diorite. Donc on a deux possibilités, les basaltes et les gabbros hydratés, ou alors les péridotites qui sont là. C'est tout ce qu'on a comme roche en profondeur. Maintenant on va réfléchir. On travaille sur le diagramme PT du basalte. On a déjà vu ce type de diagramme. Donc à l'horizontale, les températures, en profondeur, en axe vertical, les profondeurs et donc forcément la pression avec. Et donc là, sur le diagramme, ouais, j'ai mis P. Normalement, mes pressions, là, il y a profondeur. Bon, ils n'ont pas mis les deux, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est lié de toute façon. Hein. Donc vous avez sur ce diagramme deux courbes, le solidus du basalte sec et le solidus du basalte hydraté. Je vous rappelle que le solidus est la ligne correspondant à l'ensemble des conditions pression-température qui font que le basalte passe de l'état solide à liquide. C'est-à-dire que à gauche de la ligne rouge, il y a marqué S parce que le basalte est solide. Vous prenez un point situé à gauche de la ligne rouge, par exemple à 50 km de profondeur, vous mettez à 1000 degrés 50 km de profondeur, le basalte il est solide. Vous le laissez à 50 km de profondeur mais vous augmentez la température, vous montez à 1200, le basalte il entre en fusion partielle. C'est pour ça qu'il y a S plus L. Ils ne font pas entièrement, hein, fusion partielle. Donc, si le basalte maintenant vous l'hydratez, vous abaissez ce qu'on appelle le point de fusion. Donc vous baissez la température à partir de laquelle le basalte va commencer à fondre. Et ça, pour ceux qui font de la cuisine, eh ben, vous connaissez très bien le principe. Vous trichez quand vous voulez faire du caramel un peu plus vite que d'habitude parce que vous êtes à la bourre. Normalement, le caramel, on étale le sucre au fond d'une casserole, on met sur le gaz, on n'y touche pas. Et on attend que le sucre fonde. Mais si vous n'êtes pas patient comme moi, vous rajoutez 2-3 petites gouttes d'eau et ça triche. Paf, on abaisse le point de fusion du sucre et on va avoir un caramel un petit peu plus rapidement. Donc ça, c'est une expérience que je fais à mes élèves en classe. Je vous raconte pas, ça sent bon. Alors, si on dessine le géotherme de subduction, c'est-à-dire l'évolution de la température et de la profondeur de la croûte qui s'enfonce, donc en fait, au final, le trait noir que vous voyez, c'est la position de la plaque subduite, on s'aperçoit qu'à jamais, à aucun moment, les basaltes et les gabbros qui se sont enfoncés dans la subduction ne touchent le solidus hydraté. Jamais on atteint les conditions de pression-température qui font que basalte et gabbros de la croûte vont pouvoir fondre. Du coup, qu'est-ce qu'on en déduit? Que les basaltes et les gabbros hydratés de la croûte océanique subduite n'entrent jamais en fusion et ne sont pas à l'origine du magma des zones de subduction. Donc là, on a un problème. De quel endroit peut donc provenir ce magma hydraté? Si on prend le diagramme pression-température du basalte, on place le géotherme de subduction, on sait que ça ne marche pas. Donc on élimine l'hypothèse gabbro et basalte de la croûte qui ont été hydratés par le métamorphisme. On va travailler maintenant sur la péridotite, puisque la deuxième roche en profondeur qu'on a, c'est la péridotite. On en a en dessous de la croûte, c'est la péridotite de la plaque qui est subduite, et on en a au-dessus de la croûte. C'est la péridotite de la plaque qui sert de butoir, qui ne bouge pas. Si on place le géotherme de la subduction au niveau de la péridotite, du diagramme de la péridotite, on s'aperçoit que on a un recoupement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le géotherme
de la subduction, c'est-à-dire l'évolution de la température et de la pression au cours de l'enfoncement dans une subduction, on s'aperçoit qu'à un moment donné, on rencontre des conditions de fusion correspondant à la péridotite hydratée. Donc, vers 1000 degrés, 120, 130 jusqu'à 160 km de profondeur, si on a de la péridotite qui est hydratée, les conditions de température dans la subduction permettent de faire fondre de la péridotite hydratée. Et ça, on peut le voir si on fait la comparaison d'une péridotite de dorsale océanique et une péridotite de zone de subduction. Alors, comment est-ce qu'on fait? Vous allez me dire, la péridotite, elle est dessous. Oui, et bien on a eu des mouvements tectoniques qui ont permis de mettre en surface des morceaux de péridotite. On a le cas de Kamchatka à mes souhaits. Donc, on a une série de volcans. C'est en Russie, on est sur la fameuse ceinture de feu du Pacifique. Là, on a une péridotite qu'on peut voir en surface et on va la comparer avec la péridotite d'Oman. Donc à Oman, en Arabie, il y a une nappe ophiolitique qui est ressortie à l'occasion d'une compression. Elle est liée à la fermeture de l'océan Thétis et on a une très belle nappe ophiolitique, c'est celle qui est la mieux conservée au monde. Si on compare ces deux péridotites, donc une péridotite de dorsale et une péridotite de zone de subduction, on s'aperçoit que la péridotite de zone de subduction, elle est hydratée. Donc la ceinture de feu, je vous le rappelle, vous l'avez appris en première S, c'est toute une ceinture en fait où on a des subductions tout autour du Pacifique. Donc problème, on a de la péridotite qui a été hydratée. Mais quel manteau a eu sa péridotite hydratée? Le manteau qui est sous-jacent ou le manteau qui est sujacent? Donc sous, dessous, su, au-dessus. Donc le manteau qui est en dessous de la croûte océanique en subduction ou le manteau qui est au-dessus. Vous avez bien une petite idée, ça vous paraît logique, non? Alors on reprend les indices qu'on a vus dans la formation des Alpes. Les gabbros, vous savez qu'une fois qu'ils sont mis en place, ils subissent une hydratation lors de l'écartement de la dorsale. Leur composition chimique change. Ils deviennent des schistes verts, car un minéral apparaît, c'est la chlorite. Or, ces réactions chimiques, pour produire de la chlorite, elles nécessitent de l'eau. On va prendre plagioclase et pyroxène du gabbro, qui au départ vont se former en surface de la dorsale, température 1200 degrés, ils vont récupérer de l'eau. Les deux minéraux vont réagir ensemble pour former un autre minéral qu'on appelle l'amphibole. Au fur et à mesure que ce gabbro à amphibole s'éloigne de la dorsale, il refroidit de plus en plus, il va récupérer de l'eau. L'amphibole, les plagioclastes et l'eau vont réagir ensemble pour donner de l'actinote et de la chlorite, qui sont de couleur verte. On a donc des réactions d'hydratation. Donc gabbro-hydratation, gabbro métamorphisé à hornblende, plus encore hydratation faciès des schistes verts, sauf qu'il arrive à un moment donné où on va avoir plongé en subduction, donc je vous renvoie aux vidéos sur les Alpes, on a une augmentation de la densité de la lithosphère devient supérieure à la densité de la sténosphère, la lithosphère décroche, elle plonge, et si on plonge, on augmente la pression, on augmente la température. L'eau, vous savez très bien que c'est un élément qui supporte mal ça, et donc elle va s'échapper des schistes verts. On va avoir une déshydratation qui va être à l'origine de l'apparition d'un nouveau minéral, le glaucophane, de couleur bleue. Donc on va parler de métagabbro à schiste bleu. Et si on continue à s'enfoncer, on va avoir encore augmentation de pression. L'eau va continuer à sortir des minéraux présents et on va avoir une roche complètement déshydratée qui s'appelle l'éclogite, qui contient du grenat et de la jadéite. On a donc une eau qui va s'échapper. Or, de l'eau, par rapport à de la croûte, c'est pas du tout dense. Donc elle ne va pas s'enfoncer. Elle va remonter en surface et elle va donc aller au-dessus de la croûte, donc dans la péridotite de la plaque qui sert de butoir et qui ne bouge pas. On peut maintenant
s'interroger, savoir à quelle est la profondeur à laquelle l'eau sort. Si on fait une coupe au niveau de la subduction du Chili à l'aide du logiciel Sismologue, donc là c'est un collègue qui l'a réalisé avec ses élèves, je le remercie pour ces images, on s'aperçoit que en faisant une coupe sur Sismologue, on peut tracer le plan de Benioff et on peut positionner les volcans. On fait un croisement des deux plans, c'est-à-dire les volcans à la verticale dessous, il y a forcément la zone de fusion de la péridotite. On croise avec le plan de Benioff, c'est-à-dire l'orientation de la plaque subduite, et on va s'apercevoir que la rencontre des deux se fait dans les 100-150 km. C'est-à-dire que vers 150 km, on a fusion de la péridotite hydratée. Alors on peut se demander si ailleurs c'est pareil. Oui, au niveau des îles Kermadec, on fait pareil, on fait une coupe, donc vers l'Australie. Plan de Benioff, verticale des volcans, on tombe encore dans les 100-150 km, on est dans la fenêtre de fusion d'une péridotite hydratée. Donc, il est bien évident que la fenêtre de fusion des péridotites, elle se trouve à la verticale sous les volcans. Ça, je ne pense pas qu'on puisse faire autrement. Ça fond, et par différence de densité, ça remonte au-dessus. Hein. Vous lâchez une bulle d'air dans un verre d'eau, la bulle d'air, elle fait direct en surface. Hein. Elle fait une ligne droite, elle ne va pas s'amuser à faire des zigzags. Donc là, c'est pareil. Donc on constate que cette fenêtre de fusion des péridotites, elle est toujours vers les 150 km de profondeur. Voici un document qui vous montre l'orientation des plans de Benioff et des zones de production des magmas pour différentes zones de subduction. Que ce soit le Pérou central, au Japon, au Chili, au Tonga, au Bonin, en Indonésie, en Nouvelle-Hébride, vous voyez que globalement, on a toujours vers les 100-150 km de profondeur le croisement entre le plan de Benioff et la verticale de l'axe volcanique. Donc les magmas proviennent toujours d'environ 100-150 km de profondeur dans toutes les zones de subduction, quel que soit le plan d'âge de la lithosphère océanique subduite. Si maintenant on regarde le domaine de stabilité des minéraux du gabbro lors du métamorphisme de subduction, je vous rappelle que vous avez le trajet hydratant qui se fait horizontalement depuis la zone plagioclase et pyroxène vers 1000 degrés jusqu'à la zone plagioclase, chlorite, actinote, pyroxène résiduel 200 degrés. Vous avez donc des réactions d'hydratation. Chaque trait bleu représente une réaction, un changement d'état. Et vous savez que là, à ce moment-là, en réaction numéro 3, on a le plongement en subduction. Je vous renvoie donc aux vidéos sur les Alpes. Or, si on regarde bien ce graphique, quand on passe la réaction numéro 3, c'est-à-dire celle qui permet la première déshydratation, l'obtention de glaucophane, regardez les profondeurs, la réaction numéro 3, elle débute vers les 18-20 km de profondeur. On a un problème. On perd de l'eau à 20 km de profondeur, donc on devrait s'attendre à ce que la péridotite fonde à 20 km de profondeur, et pourtant elles ne font pas puisqu'elles font uniquement à 100 ou 150 km de profondeur. Donc là on a un problème, on perd de l'eau à 20 km et pourtant ça ne fond pas à 20 km, ça fond à 150 km de profondeur. C'est tout simplement une histoire de pression. On n'a pas assez de pression pour provoquer la fusion partielle. Donc là, le manteau sous-jacent, il est hydraté, mais la pression n'est pas assez importante. Ce manteau hydraté va être plus lourd. Il est également entraîné par le mouvement de subduction. Il va donc glisser le long de la croûte océanique avec la croûte qui s'enfonce. Il va donc atteindre une certaine profondeur, une certaine pression suffisante pour rentrer à ce moment-là en fusion. Donc on a deux étapes. La croûte océanique s'enfonce, perd son eau vers 20 km de profondeur, 25, parfois 30-40, ça dépend. Ça hydrate la péridotite qui est juste au-dessus, mais la pression n'est pas assez importante pour que la péridotite entre en fusion partielle. Par contre, cette péridotite hydratée va être entraînée par la croûte qui s'enfonce, et dès qu'elle va atteindre une certaine profondeur, une certaine pression, on aura fusion partielle. Donc problème, comment obtient-on des roches acides
de type andésite et diorite à partir d'un magma finalement ultra basique, c'est-à-dire riche en magnésium, fer, calcium et pauvre en silice, puisque finalement on a des roches acides formées à partir d'une péridotite. Or la péridotite, vous voyez bien qu'on est dans la colonne des ultra basiques. On peut donc maintenant réfléchir à l'origine de l'ACC à caractère acide. Et on a deux phénomènes qui entrent en jeu. Le premier phénomène, c'est la cristallisation dite fractionnée ou différenciation du magma. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez dire, ça a l'air compliqué ce schéma. Vous avez un principe très simple. Votre magma, c'est une bouillie d'éléments chimiques chaudes, 1200 degrés en moyenne. Ce magma va bouger, traverser une croûte plus froide que lui. Il va donc perdre de la chaleur. Et on a certains éléments chimiques qui s'associent à certaines températures. On va donc avoir, en fonction du refroidissement, un ordre de cristallisation des minéraux. L'olivine va cristalliser en premier, vers les 1200 degrés, c'est la péridotite, c'est la ligne vert clair. On continue le refroidissement. On va avoir formation de basalte et de gabbro, puisque cette fois, on a à la fois de l'olivine qui s'est formée, mais des pyroxènes qui ont commencé à se former, un petit peu d'amphiboles. On continue à refroidir. Les amphiboles se forment, la biotite se forme, le quartz commence à se former. On a des andésites et des diorites. Donc l'association de ces minéraux forme une roche appelée andésite ou diorite si elle a refroidi en profondeur. On continue de refroidir. À ce moment-là, on a principalement du quartz, des feldspaths potassiques et les fameux mica, la muscovite, qui se forment. Si vous regardez à gauche du schéma, les plagioclases sont plus ou moins riches en calcium ou en sodium. Les plagioclases riches en calcium vont cristalliser en premier, en même temps que les pyroxènes et l'olivine. C'est pour ça qu'on retrouve des plagioclases riches en calcium dans les basaltes et les gabbros, alors que les plagioclases riches en sodium vont plutôt cristalliser à des températures plus faibles, 500-600 degrés, et donc on va plutôt les retrouver dans le granit et la rhyolite. Donc c'est ce qu'on appelle la cristallisation fractionnée. Donc on va commencer à partir d'un magma chaud à cristalliser certains minéraux. Donc utiliser des éléments chimiques pour fabriquer des minéraux. Le magma restant a donc perdu des éléments chimiques. Il va pouvoir fabriquer une autre série de minéraux. Les minéraux vont se déposer dans le fond de la chambre magmatique. Le liquide résiduel aura donc une composition chimique différente, etc., etc. Alors, je vais vous le montrer avec d'autres images. Donc voilà, on part à gauche du manteau, on fait une fusion partielle, on obtient un magma basique, différenciation, ça donne un magma acide ou intermédiaire. Donc ces magmas qui sont formés, ils remontent en surface par différence de densité. Je vous rappelle que le manteau a une densité de 3,3 et le magma de 8. Donc forcément, différence de densité, le magma remonte. Mais quand les densités s'équilibrent, le magma arrête sa remontée, il n'y a plus de différence de densité, donc il reste bloqué. Et là, il forme une chambre magmatique dans laquelle il va commencer à se refroidir. Donc au contact des parois, on l'a déjà vu dans la vidéo sur les dorsales, le magma se refroidit en premier, forme les premiers cristaux qui vont se déposer au fond de la chambre magmatique et le magma résiduel aura alors une composition chimique différente. Il sera appauvri en éléments basiques, fer, magnésium et ou calcium, ce sont les premiers à cristalliser, et relativement enrichi en silice et en alcalin. C'est exactement comme si je prenais un sachet de dragibus, et puis je passe le sachet de dragibus à un premier élève qui lui ne mange que les rouges, donc il prend tous les dragibus rouges, et donc on va avoir un sachet de dragibus une fois passé par le premier élève, qui aura une composition chimique différente du départ. Il n'y aura plus les dragibus rouges. Vous passez dans la deuxième chambre magmatique, c'est-à-dire un deuxième élève. Lui, il bouffe que les verts. Il va prendre tous les dragibus verts. Donc le troisième élève, il va récupérer un sachet de dragibus où il n'y a plus les rouges et il n'y a plus les verts. Donc la composition chimique en dragibus, elle est différente. Vous suivez? Avec les dragibus, ça marche tout le temps.
Donc si vous n'avez pas pigé qu'à partir d'un même magma ultra basique, on obtient par cristallisation fractionnée des roches plus acides, je vais vous le montrer encore autrement. Donc ici, on va voir la différenciation magmatique des roches volcaniques suite à l'extraction d'une partie des minéraux originels du magma ascendant, c'est-à-dire qui monte au fur et à mesure de son refroidissement. On démarre. On a des laves basiques, donc qui ont un pourcentage de CO2 inférieur à 53%. On a un magma initial. Ce magma initial, il va cristalliser. Donc on va avoir des dépôts de cristaux dans le fond de la chambre magmatique et au-dessus va flotter un magma résiduel qui sera proportionnellement un peu plus riche en silice que le magma initial. Pourquoi? Parce que la silice, c'est l'élément qui cristallise en dernier et elle a besoin de température faible pour cristalliser. On a donc formé un magma résiduel numéro 1. Si ce magma résiduel était sorti en surface, il aurait donné de l'andésite. Si ce magma résiduel reste bloqué en profondeur, il va continuer de refroidir, il va continuer de former des cristaux qui vont se déposer et on va obtenir un magma résiduel numéro 2. Si ce magma résiduel numéro 2, qui est encore plus riche en silice, monte en surface parce qu'il y a un autre magma qui arrive, qui le pousse, qui lui dit dégage maintenant, c'est à mon tour, et que ce magma résiduel numéro 2 monte en surface, il va former une roche appelée trachyte. Mais si ce magma résiduel numéro 2 reste bloqué en profondeur, il va continuer à refroidir et on va avoir encore des cristaux qui vont se former, qui vont se déposer dans la chambre magmatique. Et le magma résiduel numéro 3 sera encore plus riche en silice puisque la silice, elle a besoin de température très faible pour cristalliser. Et donc ce magma résiduel numéro 3, s'il monte en surface, il va donner de la rhyolite. Vous avez pigé? C'est plus facile là? Alors, on va en refaire une autre histoire encore. Vous avez une chambre magmatique dans laquelle vous avez une première différenciation ou cristallisation. On obtient une première roche A dans le fond de la chambre magmatique et un premier magma résiduel situé au-dessus. La roche est formée par des pots, des cristaux qui tombent. Ce magma résiduel s'est déplacé dans une deuxième chambre et il va à son tour cristalliser. On va obtenir une roche B et un deuxième magma résiduel. Si ce deuxième magma résiduel arrive à sortir, on va avoir un autre volcan avec une autre roche. Ça va? Vous avez pigé là? Je ne peux pas faire mieux. Ce principe de cristallisation fractionnée, il est à l'origine de la structure de la croûte océanique. D'accord? Donc cristallisation fractionnée avec dans le bas de la chambre magmatique des dépôts d'abord d'olivine puis de pyroxène. Donc on va voir des roches constituées uniquement d'olivine qu'on appelle des dunites. C'est la famille des péridots. On vous les fait observer en classe, elles sont très belles, c'est que des cristaux verts. Deuxième moyen d'obtenir une roche acide à partir d'un magma basique, c'est ce qu'on appelle la contamination par la roche encaissante. Vous avez un manteau qui entre en fusion partielle. Donc le manteau, c'est de la péridotite. Fusion partielle, on va forcément obtenir un magma basique puisque la péridotite est basique. Par contre, cette péridotite, une fois qu'elle est fondue, donne un magma basique qui doit traverser une croûte continentale. Est-ce que vous avez déjà vu un couteau brûlant rentrer dans une plaquette de beurre sans faire fondre le beurre? Bah non. Donc forcément, le magma basique, il est chaud. Il traverse la croûte continentale qui est refroidie. Donc, à ce contact, il y a de la croûte continentale qui va fondre. Et on va avoir un mélange. Et donc, une migration d'éléments chimiques de la croûte continentale vers le magma basique qui remonte. C'est ce qu'on appelle une contamination. Et on va avoir au final un magma acide ou plus ou moins intermédiaire en fonction de la quantité de contamination qui a eu lieu. Parfois, la chaleur fournie par ces grosses masses de magma mantélique provoque la fusion partielle des roches continentales encaissantes. Mais alors, fusion partielle, au point qu'on va obtenir un deuxième magma. Donc tout à l'heure, on avait une simple contamination, une migration d'éléments chimiques. Là, on a une réelle fusion partielle de la croûte continentale.
On va donc comme un couteau dans une plaquette de beurre, hein, on va vraiment avoir du beurre liquide, donc là on va avoir de la croûte en fusion partielle. On aura donc d'un côté le magma basique qui monte, à côté de lui du magma acide qui s'est formé. Les deux magmas se mélangent et on obtient un magma acide ou intermédiaire. Donc maintenant on sait que le magma qui est à l'origine des roches, des zones de subduction, il a une composition proche de celle de la croûte continentale. Il est acide. Il a été contaminé ou obtenu par cristallisation fractionnée. Mais le problème, c'est qu'on est dans la problématique, on fabrique de la croûte continentale. Là, on fabrique de la croûte continentale à partir d'un magma qui a une composition proche de celle de la croûte continentale, mais il ne peut pas être à l'origine de celle-ci puisqu'il est formé à partir d'un magma basique mantélique contaminé par de la croûte continentale elle-même. On a un problème. Si on n'a pas de croûte continentale, on ne peut pas fabriquer de la croûte continentale. Alors comment s'est formée la première croûte continentale? That is the question. Rendez-vous dans la vidéo numéro 2, formation de la première CC et turnover des matériaux.